Moi qui commence. Je ne vous présenterai pas mes livres en eux-mêmes, mais je reprendrai la thématique du débat d'aujourd'hui qui a été intitulé « Bataille pour l'hégémonie culturelle et progressiste », culturelle progressiste, pardon, qui est évidemment une thématique qui apparaît dans les différentes publications que je peux produire. Alors effectivement, si je reprends le titre et cette fameuse bataille, ce qui est clair, c'est que les milieux conservateurs et libéraux l'ont menée, cette bataille. Sauf que pour qu'il y ait bataille, évidemment, il faut, ça suppose, qu'il y ait plusieurs protagonistes. Et c'est surtout là-dessus que je vais revenir, ce qui a sans doute permis à un moment donné, et peut-être encore aujourd'hui, à ces milieux conservateurs et libéraux de prendre l'avantage dans cette bataille pour l'hégémonie culturelle. C'est précisément parce que l'adversaire ou les adversaires qui auraient dû eux-mêmes contrecarrer cette offensive n'ont pas forcément été à la hauteur. Cette offensive, elle a été menée, bien évidemment, dans les différentes acceptions de notre vie en société, c'est-à-dire aussi bien dans le domaine qui a trait au champ politique que dans celui qui a trait au champ social. Quand on prend, par exemple, le corpus sémantique des relations sociales, et j'en ai fait l'objet de la première de mes séries de brochures, vous prenez les acceptions de démocratie sociale et de dialogue social. Voilà par exemple cette notion de démocratie sociale qui a été parfaitement dévoyée par les milieux conservateurs pour la transformer de façon à ce que la démocratie sociale qui historiquement représente dans la lignée de la révolution de février 1848, voire aussi d'ailleurs d'une certaine manière on pourrait la rattacher à la Révolution française, puis dans l'acception que lui donne le programme du Conseil national de la résistance. La démocratie sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement le pouvoir, ou en tout cas le contre-pouvoir ouvrier, c'est-à-dire les capacités d'intervention que l'on donne au monde du travail et aux organisations qui représentent ce monde du travail dans notre société. Ce qui évidemment pose problème, parce que là, ce genre de définition qu'on l'on donne à la notion de démocratie sociale, c'est quelque chose qui forcément se rattache au principe même de la lutte des classes. Et donc bien évidemment, quand on est un conservateur ou un libéral qui veut imposer son hégémonie culturelle, et qu'on cherche bien entendu à contourner tout ce qui ressemble de près ou de loin à autre chose qu'un consensus qui va dans le sens de l'ordre dominant, l'idée consiste à transformer ce principe de démocratie sociale vu comme un pouvoir ou un contre-pouvoir ouvrier et syndical vers l'idée qu'il s'agit de négocier. Et donc on rattache, et c'est toute l'opération qui va se dérouler avec l'aide notamment d'ailleurs sur le plan syndical de la CFDT, on rattache la notion de démocratie sociale non pas à cette idée de progrès via la prise du pouvoir, ou en tout cas via le contre-pouvoir du monde du travail, mais au contraire comme étant une autre facette ou l'autre face de la médaille du dialogue social. C'est-à-dire que la démocratie sociale ne devient plus une notion porteuse de conflictualité, porteuse de lutte des classes, mais au contraire une notion porteuse, cette fois-ci, de compromis, voire de compromission, et en tout cas toujours de dialogue social plutôt que de lutte des classes. Avec bien évidemment derrière cette opération la volonté d'affaiblir tout ce qui ressemble au Parti communiste, à la CGT, dans les acceptions les plus classiques qui sont les siennes. C'est vrai aussi dans le champ politique. Vous prenez un mot comme le mot réforme, dont il y a quelques années j'avais suivi la transformation. Ce mot de réforme, il a été pris lui aussi à bras-le-corps par les milieux conservateurs. Il fut un temps où il y avait une espèce de triptyque, même s'il ne rejoint pas les mêmes valeurs ni les mêmes mouvements, mais une espèce de triptyque qu'on pourrait définir de la façon suivante: réforme, révolution, progrès. Bref, une espèce de triptyque qui ressemblait à quelque chose qui, de toute façon, menait vers des situations où le monde du travail était susceptible de bénéficier de conditions meilleures.
que ce soit par la réforme ponctuelle, que ce soit par la révolution et le renversement du capitalisme. Puis progressivement, ces libéraux et ces conservateurs, à partir des années 80, ont mené toute une offensive sémantique qui consistait précisément à faire valoir le fait qu'il peut y avoir une réforme qui ne soit pas une réforme de progrès, mais qui soit une réforme au contraire, une réforme de déréglementation, une réforme douloureuse, qui permettait également de faire valoir une espèce de clivage entre une réforme qui serait une réforme de gauche considérée au fond comme quelque chose qui reproduirait l'existant et de renvoyer le mouvement ouvrier, le mouvement syndical, non pas à des situations de mouvement, de progrès, mais au contraire à le renvoyer vers des situations d'immobilisme et de conservatisme. C'est tout un discours qui s'est développé effectivement, renvoyant systématiquement toute forme de contestation à quelque chose ressemblant à l'incapacité à penser la société autrement, parce qu'il y aurait donc cette espèce d'injonction à ne penser la société que dans le cadre de réformes qui seraient des réformes définies de la manière dont les définit ce système hégémonique libéral et conservateur, c'est-à-dire des réformes de déréglementation et des réformes douloureuses plutôt que des réformes généreuses. Et donc en conséquence, je le disais, le mouvement et la réforme ont pu basculer vers la droite, alors qu'en revanche l'immobilisme et le conservatisme ont été renvoyés vers la gauche, au sens large du terme. Et qu'est-ce qui s'est passé au fond? C'est que le mouvement ouvrier lui-même, qui s'est montré, à mon sens, dans une situation de relative incapacité à affronter le face-à-face que lui imposait cet ordre dominant, ce mouvement ouvrier s'est retrouvé sur la défensive. Il s'est retrouvé sur la défensive et s'est retrouvé à admettre au fond que ce qui doit prédominer dans une société, plutôt que le conflit, c'est le dialogue, que la grève elle s'oppose au dialogue, que la grève c'est donc éventuellement peut-être une forme d'intervention, une forme de pratique sociale périmée, que la participation au dialogue social, cette espèce d'injonction à ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue social, serait devenue en quelque sorte la norme communément admise, y compris d'ailleurs au sein de la CGT, particulièrement à l'époque de Bernard Thibault, qui consiste au fond à enfermer le mouvement syndical dans une façon de penser non pas à partir des propres choix qu'il voudrait faire, mais de penser à partir de l'existant. Parce que c'est ça aussi la conséquence de cette bataille pour l'hégémonie culturelle, c'est de faire en sorte que ceux qui seraient susceptibles à un moment donné de s'opposer ou qui s'opposaient ne réfléchissent plus désormais qu'à partir que de ce qui existe. Et tout ça produit bien évidemment des formes d'intégration, des contre-pouvoirs, des formes d'institutionnalisation qui eux-mêmes contribuent à chloroformer les capacités d'opposition qui sont celles du mouvement syndical et du mouvement politique qui se revendique du progrès et de changement de société de fond. Bref, pour terminer, il me semble que la nécessité, elle est évidente. Elle est de réinvestir, au moins, pour aller plus loin ensuite, mais de réinvestir toute une série de ce que j'appellerais de paradigmes d'émancipation, c'est-à-dire la capacité de transgression sur laquelle s'est construit le mouvement syndical et qui, à mon sens, au travers de son institutionnalisation, a été largement perdue. Or, la capacité à obtenir des réformes de progrès, elle était aussi très largement fondée sur cette capacité de transgression, supposée ou réelle, parce que ce qui fait que l'ordre dominant lâche à un moment donné quelque chose, c'est parce qu'il a peur. Voilà, s'il n'a pas peur, il ne lâche jamais rien. Et il a eu peur en 1936, il a eu peur à la Libération, il a eu peur en 68, il y a eu des épisodes comme ça, une espèce de terreur de ce monde dominant. Parfois des terreurs d'ailleurs surjouées, mais peu importe, ces terreurs, y compris surjouées, elles ont permis d'apporter un certain nombre de progrès. Mais aussi, cette capacité de transgression, elle existe également parce qu'il existe une capacité, une volonté de faire contre-société. Volonté qui elle-même, me semble-t-il, a très largement disparu du côté des organisations qui sont censées porter justement ces valeurs de contre-société. Et des valeurs qui elles-mêmes sont en capacité de former ce que j'appelle une espèce d'écosystème syndicalisme, communisme. Voilà, ça s'appelle faire de la politique. Ça s'appelle faire de la politique, et qu'on soit un politique ou un syndicaliste, de la politique, il faut en faire et savoir en faire. Parce que si on n'en fait pas, c'est les autres qui la font pour nous. Et si vous êtes syndicaliste, y compris et surtout, si vous ne faites pas de politique, c'est les autres qui la font pour vous. Et si les autres la font pour vous,
le résultat il est simple, vous boirez le calice jusqu'à la lie, et le pire c'est qu'on risque de le boire dans un mug Macron.